Remercier encore une fois, je l'avais fait ce matin, magnifier notre collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et remercier toutes ces éminentes personnalités juridiques et judiciaires qui ont bien voulu prendre part à cet atelier que nous avons eu l'honneur d'organiser avec le bureau de M. le directeur pour l'état de droit en Afrique de l'Ouest de Konrad Adenauer. Je suis, en tant que présidente de l'Association des femmes juristes, une association bien connue dans le landerneau sénégalais, puisqu'elle date de très longtemps, et elle s'est toujours occupée de la promotion et de la défense des droits de la femme. Nos éminentes défensières qui l'ont mis sur les fonds baptismaux ont mis l'accent sur, d'abord, la recherche dans nos textes nationaux de toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des droits de la femme pour porter le plaidoyer auprès des autorités supérieures et obtenir la réforme ou le changement de ces textes. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, c'est à la faveur de ce lobbying, c'est à la faveur de ces changements obtenus par ces éminentes juristes que j'ai pu faire le premier concours d'entrée dans la police ouvert aux femmes. Auparavant, c'était des statuts professionnels qui étaient fermés aux citoyennes sénégalaises. C'est-à-dire que le statut disposait que l'accès au corps de la police, de la gendarmerie, de tous les corps paramilitaires était réservé aux citoyens sénégalais de sexe masculin. Cette disposition-là, c'est grâce à Mme Maïmouna Kane et ses amis qui ont fait disparaître. Aujourd'hui, le témoin de cette bataille de ces défenseurs, c'est Dior Fall qui est là et qui a beaucoup travaillé dans le changement de ces statuts professionnels au Sénégal. Donc, pour dire tout ça, pour dire que l'AGS travaille toujours pour vraiment l'amélioration des statuts, du statut de la femme, la jouissance de tous ces droits reconnus au plan international et au plan national, en matière de droit et en matière surtout, comme on a dit, d'efficience et d'efficacité dans le contexte national. Donc, pour revenir à ce que je disais, le Sénégal, donc, comme nous l'avons dit depuis ce matin, a ratifié de nombreux instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, et en général, et particulièrement proposant les femmes et les filles. On constate que c'est la population des femmes et des filles fait encore face à divers défis, entraînant la pleine reconnaissance et la jouissance, la réalisation de leurs droits. Cette discussion donc, que nous avons entamée, je pense, a pour nous comme objectif de trouver les voies et moyens, les propositions efficaces pour vraiment rendre opérationnels ces droits et ces instruments juridiques qui ont été adoptés, comme on l'a dit ce matin, sans aucune réserve par l'État du Sénégal. Et normalement, il ne devrait plus se poser de problèmes de texte parce que nous avons tous les textes. Le problème qui se pose, c'est l'applicabilité et l'application. Ils sont applicables également parce que, comme on l'a discuté également, l'article 98 de notre Constitution prévoit que la primauté de ces conventions au-dessus de la loi nationale. Et donc, de ce point de vue-là également, on peut se dire que pour leur application, ça ne devrait pas poser de problème. Dans mon exposé, j'avais prévu de faire un état des lieux, de lister toutes les conventions, les accords signés par le Sénégal. Mais je pense que ça a été fait par mes devanciers depuis ce matin. Et donc, je pense que je peux passer au problème qui est le défi lié à l'appropriation des droits de la femme dans notre pays. Je crois que les problèmes de l'appropriation de ces droits et de ces conventions internationales dans notre pays sont liés vraiment, premièrement, dans ce que nous avons vu. Parce que vous savez, les associations de la société civile, ont l'avantage d'agir à la base, avec les populations à la base, et donc de vivre concrètement ce que les populations vivent par rapport aux institutions judiciaires, administratives et sociales dans notre pays.
Et donc, nous vivons pleinement avec nos compatriotes les difficultés et les méconnaissances de leurs droits dans beaucoup d'aspects de la vie sociale et politique. L'analyse de l'état des lieux des droits de la femme et de la fille a permis donc de relever une abondance de textes protecteurs, comme je viens de le dire. Et toutefois, à la pratique, les observations pertinentes de l'application de ces textes posent le problème en sens que les dix textes ne sont pas ou sont toujours insuffisamment appliqués. En effet, bien d'avancées ont été faites dans notre pays, comme vient de l'exposer monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme. La création du ministère de la Femme, la création des cellules genre dans les ministères, et sur le plan économique, la création de l'ADER, etc., etc. Tout ça, c'est des mesures qui vont dans le sens de l'épanouissement, dans le sens du renforcement des droits de la femme. Mais qu'en est-il dans la réalité? C'est le problème. La pauvreté et la précarité des couches vulnérables constituées par les femmes et les jeunes filles, que nous vivons quotidiennement avec nos structures externes, où nous recevons toutes ces femmes. L'harmonisation de ces textes donc pose problème sur le plan de l'application judiciaire de ces conventions. Les actions que nous menons pour combattre pour venir en aide aux populations victimes de violences sexuelles, par exemple. Nous nous sommes battus avec nos associations sœurs contre les violences sexuelles pour leur prise en charge. Mais déjà dans les procédures, il faut un certificat médical la discussion est encore aujourd'hui ouverte. Il est obligatoire, il n'est pas obligatoire dans le dossier médical. Aujourd'hui, il est obligatoire, demain on vous dira que non, mais dans la réalité, c'est des difficultés réelles pour les populations vulnérables. L'assistance d'un avocat, quand ce n'est pas fait, c'est encore une autre difficulté. Et les sociétés civiles qui viennent en aide à ces populations-là prennent en charge ces aspects-là. L'assistance judiciaire au niveau des tribunaux ne prend pas en charge ou très difficilement. Donc, il y a quand même un problème de s'approprier vraiment cette obligation de défense, cette obligation de mettre en œuvre vraiment les textes protégeant les femmes. Les textes au niveau international, on en a parlé, au niveau national, les textes législatifs relatifs à la première génération, donc comme je viens de dire, des droits de la femme civils, politiques et sociaux, et la deuxième génération n'ont pas toujours suffi à garantir la jouissance de ces droits à la femme. Et la non-effectivité de la loi sur la parité aujourd'hui encore est une illustration. Cette loi sur la parité dont nous sommes très fiers, qui a été votée depuis 2010, et depuis 2014 que les élections paritaires, que les élections ont été organisées sous l'égide de cette loi-là, pose encore problème en 2022. Où son application est toujours difficile, malgré une interprétation de la Cour suprême sur les dispositions qui, à mon avis, ne nécessitait même pas d'interprétation. Mais aujourd'hui encore, cette interprétation se pose et malgré l'avis de la Cour suprême, n'est pas appliquée. Sinon, on ne comprendrait pas tous les recours. Tous les recours qui ont été introduits à l'issue des élections de septembre 2022 et janvier 2023, les femmes ont eu gain de cause. Mais très peu de décisions judiciaires ont été appliquées, ont été mises en œuvre. Et donc, ça pose vraiment un réel problème. Sur le plan judiciaire, je pense que nous avons ça. Sur le plan administratif, le problème que nous vivons, c'est le pouvoir discrétionnaire des hommes. Ce matin, il y a quelqu'un dans son panel qui avait dit que nous sommes dans une société qui est encore foncièrement phallocratique. Je pense qu'il a raison. Il a raison parce qu'à diplôme égal, à compétence égale, la femme est toujours sous-payée par rapport à son homologue. Parce qu'il y a des dispositions contre lesquelles la JS et les associations sont déjà battues. Par exemple, la discrimination au niveau fiscal, la prise en charge par la femme fonctionnaire de son mari, de ses enfants. Tout ça, c'est des combats qui ont été gagnés. Mais aujourd'hui encore, sans qu'on ait aucune explication, le salaire d'une femme fonctionnaire est différent de celui de son collègue homme. À quoi c'est dû? Il faut qu'on nous le dise également. Même si la femme a gagné
la prise en charge de son mari en matière médicale, de son enfant, aujourd'hui la nationalité qu'elle peut transmettre à son mari et à son enfant, il reste toujours la discrimination qui doit être vraiment lancée. Je disais donc la reconnaissance de l'égalité en droit aux femmes et aux hommes, l'intégrité de l'approche genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets visant non seulement à réduire la pauvreté, mais également à garantir le développement durable pour le pays, ne font pas suffisamment cas de la femme. Même si on en parle, dans la pratique, ce n'est pas arrivé. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'ADER. J'ai parlé de l'ADER comme instrument qui a été mis en œuvre, qui a été élaboré pour combattre la pauvreté et la précarité. Mais les garanties qu'on demande aux femmes ne leur permettent pas d'obtenir les financements. Et j'ai l'habitude de dire, quand je parle avec ces femmes, que c'est des structures, c'est des financements qui contribuent à maintenir la femme dans la pauvreté et dans la précarité, plutôt que de l'âge de la sortie de la pauvreté. Donc malgré ces efforts donc déployés, les disparités persistent et vraiment continuent à bloquer l'épanouissement en droit de la femme. Donc, pour revenir toujours aux difficultés d'appropriation de cette loi, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des populations, nous avons un peu les difficultés liées à la culture. La femme, dans nos cultures, on pense que la femme dans nos cultures doit subir la loi de l'homme. C'est d'abord celle du père, l'autorité du père, l'autorité du mari, ensuite, dans certaines sociétés, l'autorité du fils ou du frère, de l'oncle. Et donc, à ce niveau-là également, on doit choisir pour elle, on doit décider pour elle, elle doit se soumettre. On a parlé des textes que nous avons eus, par exemple les textes du Code de la famille, où vraiment des dispositions discriminatoires existent, et où sur lesquelles nous avons travaillé dans la commission qui a été mise en place au niveau du ministère de la Justice, sur l'élaboration, sur l'étude sur toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. Mais toutes ces conclusions-là, aujourd'hui, attendent d'être mises en œuvre et d'être approuvées. Donc, sur le plan vraiment au niveau des populations, il y a ce niveau culturel. Au niveau social, il y a cette pression. Et au niveau économique, il y a cette dépendance de la femme. La femme analphabète, la femme, l'épouse, la fille, l'épouse, la sœur, ne pouvant pas subvenir à ses besoins propres, dépend entièrement des hommes, de son environnement et de son milieu. Et donc, il décide. Quand elle est violée, c'est le père qui décide est-ce qu'on porte plainte ou on ne porte pas plainte, ou c'est l'oncle ou c'est le frère. Et quand le viol ou la violence vient de ces personnes-là, c'est l'omerta. On doit subir en silence, parce qu'on dépend d'eux. Et ça, même la société en général est interpellée, parce que le voisinage, la parenté, tous ceux qui sont autour de la femme violente dans ces conditions, se soumettent à la loi du silence. Et donc, sur le plan social et culturel, il y a beaucoup de difficultés qu'il faut lever. Et sur le plan économique, je le disais, c'est la dépendance. Quand on est logé, nourri, entretenu, on subit également on se soumet à la loi du silence. Mais cette loi du silence également, on l'a dit ce matin, également, elle est motivée également par la stigmatisation sociale. La personne violée dans certains endroits est mise au banc de la société. Et c'est une situation également pas facile à supporter. Et c'est ce qui amène un peu le silence. Sur le plan institutionnel, donc je disais, en matière judiciaire par exemple, les difficultés d'appropriation de ces avancées et de ces lois de protection que nous avons remarquées, c'est la non-application vraiment efficiente des lois. Les lois depuis 1999, la loi de 99-05, qui a qualifié le viol et les pratiques néfastes, ensuite renforcée par la loi 2010 de 2020, qui a criminalisé le viol, leur application pose encore problème. Je ne veux pas citer d'affaires, mais nous avons encore, nous, à la geste,
beaucoup de soucis et beaucoup d'appréhension sur l'application effective de ces lois. Parce que nous suivons beaucoup d'affaires, il y a des affaires que nous suivons, et nous voyons que encore le système judiciaire a beaucoup de pouvoir de disqualifier, de requalifier et de moduler les sanctions. Et nous en avons eu des affaires qui vraiment nous ont navrés, et nous continuons vraiment à appeler à l'application efficiente et efficace et effective de la loi, parce que nous pensons que c'est le seul moyen vraiment de dissuader. Parce que quand la sanction est effective, aussi bien pénale, physique et pécuniaire, ça fera un effet sur les éventuels auteurs. Nous avons noté également d'autres difficultés d'appropriation de ces avancées, de ces textes protégeant la femme. C'est au niveau, par exemple, administratif et institutionnel. Les nominations, j'ai dit plutôt qu'à compétences et diplôme égal, la femme était moins payée que l'homme. Au niveau de la nomination à des postes de responsabilité et de prise de décision, sur le plan de la sphère administrative étatique, nous avons vu, si on se réfère au pourcentage de présence des femmes, la femme est encore très sous-représentée. Elle est encore très... Et ça sans explication. Et nous, comme j'ai dit également ce matin, ça nous ramène toujours au phénomène du plafond de verre qui bloque les femmes dans l'avancée à des postes de responsabilité au niveau étatique, au niveau institutionnel et au niveau administratif. Parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore de loi qui instaure l'égalité. Ça dépend du pouvoir discrétionnaire des autorités étatiques et politiques. Et donc là, on n'a même pas le pouvoir de demander des explications ou de mener un plaidoyer vraiment qui est consistant. Waddle, waddle.